Kursk, que l'Ukraine espérait utiliser comme un atout dans d'éventuelles négociations, est désormais perdu. La Russie a récupéré le terrain. Ils vont alors faire comment? Et dites-vous que la Russie est en train de faire tout ça alors que le pays subit 28 595 sanctions. Un chiffre bien supérieur aux mesures restrictives imposées à tous les autres pays du monde. Les sanctions ne sont pas des mesures temporaires ou ponctuelles, c'est un mécanisme de pression systémique et stratégique sur notre pays. Si avant, les élites occidentales essayaient de donner une apparence de bienséance à cette opposition, ils n'ont plus besoin de se gêner et ne le feront pas. Ils menacent régulièrement la Russie de nouvelles sanctions et les appliquent les unes après les autres. On dirait que même les initiateurs ont perdu le compte des restrictions imposées et contre qui. Le ministère des Finances a compté, je peux vous dire avec certitude, 28 595 sanctions envers des personnes physiques et morales. Rustem Umerov, le ministre de la Défense en Ukraine, cherche à minimiser le revers des forces ukrainiennes dans la région de Kursk, qualifiant la situation de redéploiement planifié. Toutefois, plein de témoignages de soldats et des responsables politiques ukrainiens viennent le contredire. Ils contredisent la version officielle, décrivant plutôt une retraite chaotique sous la pression des troupes russes. Ces derniers jours, l'armée ukrainienne a subi de très lourdes pertes dans la région de Kursk, ce qui a contraint ses unités militaires à fuir, à un repli précipité. Pourtant, le ministre ukrainien de la Défense s'efforce de dissimuler l'ampleur de cet échec, affirmant que ça faisait simplement partie de leur stratégie. Voilà, c'est un plan stratégique. Il a dit, je cite, « Afin de préserver un niveau optimal des opérations des troupes, nous avons procédé à un redéploiement vers des lignes de défense plus avantageuses. » Et il a dit ça sur Fox News. Sauf que les faits observés sur le terrain viennent contredire cette déclaration. De nombreux témoignages de soldats et de responsables politiques ukrainiens décrivent plutôt un effondrement des positions, caractérisé par un manque de coordination et une fuite désorganisée, dont la fuite des soldats. Sauf que comme ils ne sont plus organisés, ça devient compliqué. Et c'est la preuve même que l'état-major n'a plus le contrôle sur eux. Mariana Bezuglaya, députée à la Rada, a dénoncé une retraite non encadrée, précisant que les unités ukrainiennes quittaient leur position dans la confusion, en étant complètement désorientées, sans aucune directive claire du commandement ni de l'état-major. Un reportage de France Info et de TF1 montre la situation malgré le fait qu'ils auraient souhaité mentir, étant donné que ce sont des médias qui servent également la propagande de l'Ukraine, étant donné qu'ils soutiennent l'Ukraine. Voilà. Donc, on doit comprendre que la Russie a mis des moyens considérables dans cette contre-offensive à Kursk. Avec les hommes du bataillon Akhmat, nous nous dirigeons vers les villages repris ces derniers jours aux alentours de Soudja. L'occasion d'accompagner ces soldats est exceptionnelle. L'offensive qu'ils mènent s'est brutalement accélérée le week-end dernier. Encore un petit effort et on les poussera complètement d'ici. Nous arrivons à Kazacha-Loknaya, 7 km de Soudja. Les signes de la présence ukrainienne sont encore visibles sur les murs, vite effacés. Dans le secteur, les drones ne sont jamais loin. Ça sonne plus vite, ça veut dire qu'ils volent vers nous. À part les animaux en liberté, le village semble complètement vide. Mais selon les soldats, il reste des civils et c'est pour eux qu'ils sont là. Nous devons évacuer tout le monde parce qu'on se trouve sur la ligne de front et il y a des combats à 1,5 km. Et soudain, une frappe plus proche que les autres. Tous au sous-sol, allez, allez! Il faut se réfugier dans la cave d'une des seules maisons qui tient encore debout. C'est tombé là-bas où il y a de la poussière, où on était assis à 10 mètres. L'opération est reportée. Mais l'avancée des Russes semble inéluctable. Les Ukrainiens qui avaient envahi cette région en août ne contrôlent plus désormais qu'une zone frontalière. Mais des combats sont encore en cours. Le commandant du groupe Akhmat les suit depuis son bureau par drone interposé. Là, Noga nettoie une zone d'habitation. Ici, il y en a qui ont commencé à résister. Ils ont été éliminés. Il nous parle avec fierté d'une opération menée par ces hommes. Ça, ce sont les affaires de mes combattants. Pour s'approcher de Soudja, ils ont progressé pendant plusieurs jours dans un gazoduc malgré le manque d'air, une manœuvre décisive selon lui. La tactique a fait ses preuves. La ligne de front s'est effondrée et en quelques jours, nous sommes rentrés à Soudja.
En début de soirée, des civils évacués arrivent eux aussi au poste de commandement, épuisés. Cette femme a vécu pendant des mois isolée dans sa maison avec ses petits-enfants. Le dernier mois et demi, on mangeait ce qu'on pouvait. On a trouvé des pommes de terre qu'on a pu arracher sous les tirs. Et on avait de la viande en conserve. Avant l'offensive de ces derniers jours, il restait plusieurs centaines de civils dans la zone de Soudja. Avant de continuer, abonnez-vous parce que c'est gratuit. Objectif 200 000 abonnés. Parmi vous, est-ce qu'il y a des fans de football ou d'autres sports? Nous avons créé une nouvelle chaîne YouTube appelée Ivan Prime. Vous aurez des vidéos autour du sport, analyse, histoire, review de matchs et un tas d'autres choses. Une première vidéo donne déjà un avis impopulaire mais qu'il faut quand même écouter sur la légende du football Messi. Le lien est en description. Aussi, certaines vidéos de la chaîne sont doublées en anglais. Je parle du même genre de doublage que sur les chaînes comme MrBeast ou encore Kevin Tran. Donc, vous pouvez partager ces vidéos à vos contacts qui parlent anglais. Pour reconnaître les vidéos doublées, vous verrez sur le titre la mention doublage en anglais, écrit comme ceci. Ensuite, vous allez dans les paramètres, piste audio et vous choisissez la langue. Nous sommes en train de fournir un effort considérable pour doubler toutes les vidéos de la chaîne en anglais. Ça va prendre un peu de temps. Merci pour le soutien. Revenons au sujet. Les forces russes annoncent être en phase finale de leur opération dans la région. Selon le chef d'état-major des forces russes, l'encerclement des troupes ukrainiennes est désormais complète et leur neutralisation suit son cours de manière méthodique. Il ne reste qu'une dernière localité qui s'appelle Gorny qu'il faudra sécuriser avant que la région ne soit totalement sous contrôle russe. Une seule dernière région. Mais malgré tout, face à cet effondrement militaire, Vladimir Poutine a lancé un nouvel appel aux soldats ukrainiens restants, leur proposant de déposer les armes en échange d'une garantie de survie. Juste déposer les armes. Alors que Kiev tente de justifier cette débâcle en parlant de redéploiement stratégique, la réalité sur le terrain révèle, montre, prouve une défaite militaire de grande ampleur de l'Ukraine. La région de Koursk que l'Ukraine espérait utiliser comme un atout dans d'éventuelles négociations est désormais perdue. La Russie a récupéré le terrain. Ils vont alors faire comment? Et dites-vous que la Russie est en train de faire tout ça alors que le pays subit 28 595 sanctions. Un chiffre bien supérieur aux mesures restrictives imposées à tous les autres pays du monde. C'est ce qu'a affirmé Vladimir Poutine durant le 34e congrès de l'Union des industriels et des entrepreneurs de Russie tenu à Moscou le 18 mars. Je ne sais pas si c'était avant ou après l'appel avec Donald Trump. Mais vous voyez comment ce monsieur est très occupé. Malgré cette précision sur la grande quantité des sanctions subies par la Russie, Vladimir Poutine estime que les sanctions ne sont pas temporaires et qu'elles s'inscrivent dans une stratégie occidentale visant à affaiblir durablement l'économie et les capacités technologiques du pays. D'abord, merci aux membres du RUR pour leur engagement dans l'agenda public de développement et leur participation active à préparer des mesures renforçant notre économie, notre souveraineté, améliorant le climat d'investissement et d'affaires pour le rendre plus favorable aux entreprises, aidant ainsi les sociétés russes et leurs équipes à mieux comprendre leurs perspectives à long terme. Cela permet d'élaborer des plans de développement cruciaux pour les entreprises et les secteurs entiers. Lors du congrès de l'Union russe des industriels et des entrepreneurs RSPP, Vladimir Poutine a dénoncé les sanctions occidentales qu'il juge illégitimes contre les entreprises et les citoyens russes. Selon lui, ces mesures ne sont ni temporaires ni ciblées, mais s'inscrivent dans une stratégie globale de pression contre la Russie. Poutine a exhorté les acteurs économiques à ne pas percevoir ces restrictions comme passagères, affirmant que même en cas d'assouplissement, d'autres leviers de pression seraient utilisés contre Moscou. Les choses ne seront plus jamais comme avant, a martelé le président, insistant sur la nécessité pour la Russie d'adopter une stratégie économique indépendante et résiliente. Avec ces déclarations, Poutine envoie un message clair. La Russie doit se préparer à un isolement économique prolongé et adapter son modèle face aux sanctions occidentales. Poutine a également dénoncé l'absence de retenue des élites occidentales, affirmant qu'elles ne prennent même plus la peine de cacher leur volonté de nuire la Russie. Désormais, c'est déclaré. Je sais qu'on débat activement dans les cercles d'affaires de l'avenir des sanctions illégitimes contre la Russie, nos entreprises et citoyens. Les lèvera-t-on? Les maintiendra-t-on? Les renforcera-t-on? Chers amis et collègues, je propose de partir du constat suivant. Oui, en effet, elles sont
évidente. Les sanctions ne sont pas des mesures temporaires ou ponctuelles, c'est un mécanisme de pression systémique et stratégique sur notre pays. Quelle que soit la situation ou le système international, nos rivaux chercheront toujours à contenir notre pays et à affaiblir ses capacités économiques et technologiques. Si avant, les élites occidentales essayaient de donner une apparence de bienséance à cette opposition, maintenant elles semblent gênées. Ils n'ont plus besoin de se gêner et ne le feront pas. Ils menacent régulièrement la Russie de nouvelles sanctions et les appliquent les unes après les autres. On dirait que même les initiateurs ont perdu le compte des restrictions imposées et contre qui. Le ministère des Finances a compté, je peux vous dire avec certitude, 28 595 sanctions envers des personnes physiques et morales. Il menace régulièrement la Russie de nouvelles sanctions et lance sans cesse de nouveaux paquets de restrictions. Il semble même que leurs propres instigateurs aient perdu le compte du nombre de sanctions imposées. Et il a dit ça avec une pointe d'ironie. Malgré tous leurs défis, les entreprises russes ont su s'adapter aux restrictions et ont profité du retrait des entreprises occidentales pour renforcer leur présence sur le marché intérieur. Concernant le départ des entreprises étrangères et un éventuel retour, Poutine a tenu à préciser que la Russie ne les avait jamais expulsées. Il fait comprendre qu'elles ont quitté le marché russe de leur propre chef, sous pression ou pas, mais pas de leur pression. Ça reste entre là-bas. En revanche, si ces entreprises occidentales veulent revenir, pas de souci, mais elles ne vont bénéficier d'aucun avantage. Les intérêts des entreprises russes et de leurs employés seront les priorités absolues du gouvernement. Depuis le début du conflit en Ukraine, l'Union européenne a adopté 16 paquets de sanctions contre la Russie. Le dernier paquet de sanctions ayant été prolongé le 24 février 2025, date d'anniversaire de l'opération militaire russe. Donc, malgré ces mesures, Vladimir Poutine continue d'affirmer que la Russie supporte les défis imposés par l'Occident et d'ailleurs en tire même un enseignement bénéfique pour son économie. Je vais même plus loin. Ce sera utile et bénéfique pour tout le monde, en particulier les pays africains, du moins pour tous ceux qui veulent sortir du joug de l'Occident. Parce que tôt ou tard, dans le cas des pays africains, quand on voudra se libérer de l'influence occidentale, on va subir les mêmes sanctions. Exactement la même chose, rien ne sera différent. Donc la Russie sera un modèle de résilience et de résistance aux sanctions. On n'aura qu'à étudier leur cas de figure et voilà. On a vu malgré toutes ces sanctions, l'économie russe ne fait que croître, c'est en croissance. Et je le disais ici une fois, on n'est pas obligé lorsqu'on fait un produit de chercher le marché occidental. On n'a qu'à chercher le marché africain et asiatique. L'Asie, 4 milliards de personnes. L'Amérique du Sud, 400 millions de personnes. Voilà un marché. L'Afrique, 1,4 milliard de personnes. Quand on fait le total de ça, on a 6 milliards d'individus. Donc, si on peut déjà couvrir les besoins de 6 milliards d'individus, je ne pense pas qu'on ait besoin de l'Occident. Tout l'Occident compris. Voilà. C'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Je vous laisse avec la question. Quelle a été la réponse de la Russie face aux sanctions économiques occidentales en 2023? A. La réduction drastique des exportations de gaz et de pétrole. B. Le développement de nouveaux réseaux de partenaires avec les pays africains. C. L'augmentation de la coopération militaire avec l'OTAN. D. L'adoption de l'euro comme monnaie de réserve. J'attends vos réponses en commentaire et on se retrouve une prochaine fois.